La violence dans les territoires. Une conférence de J-Call, La paix maintenant. Bonsoir, nouvelle conférence, la première pour l'année 2022. Son sujet s'impose parce que l'actualité au Proche-Orient, comme nous le savons tous, est toujours malheureusement très préoccupante en ce qui concerne la situation dans les territoires occupés. Gershon Berger, qui fait partie du bureau de J-Call, présentera nos deux invités et mènera la conférence, le débat avec vous. La première invitée, Hagit Ofran, s'exprimera en anglais. La seconde intervenant, Nava, interviendra après Hagit, mais elle parlera en français. Que je passe la parole à Gershon. Oui, bonsoir, chers amis de J-Call et aussi de Shalom Arshaf. Je souhaite vous présenter brièvement Hagit Ofran, que beaucoup parmi vous connaissent déjà, j'en suis sûr. Donc, elle est diplômée de l'Université hébraïque de Jérusalem en histoire juive. Elle a coopéré, elle était assistante personnelle de Yosef Beilin dans le gouvernement Ehud Barak au début des années 2000 et a coopéré aussi à l'élaboration du plan de paix alternatif en décembre 2000, qui a été signé en fait en décembre 2003 à Genève. Elle est activiste depuis longtemps auprès de Shalom Arshaf et dans le cadre de cette activité, elle mène en fait le Settlement Watch, qui consiste en une collecte de données sur des implantations illégales dans les territoires occupés, de la croissance et de ces implantations, de création de nouveaux postes, outposts, comme on les appelle aussi, et aussi elle mène le recensement des actes violents qui naissent en fait de cet voisinage difficile, compliqué, entre Palestiniens et ces settlers qui occupent en fait une partie des terres donc, des Palestiniens. Je voudrais poser une première question par rapport à cette activité de Settlement Watch que m'inspire en fait le dernier rapport qui est paru en novembre 2021 de Shalom Arshaf, où on constate une nette augmentation des actes violents envers des biens et envers des personnes. Donc, 363 actes violents recensés en 2019, 507 en 2020, et rien que pour la première moitié de l'an 2021, 416 actes. Donc, ça fait des augmentations de respectivement 40 et 60%. Et la question que j'ai, la première question, ou les deux premières questions sont où se situent en fait où sont perpétrés, effectués ces actes violents dans les territoires occupés? Est-ce que ça se concentre sur certains endroits? Et puis, est-ce que nous avons une idée de l'origine pour leur forte augmentation ces 3 dernières années? Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Bonsoir. So I'm Hagit Ofran from Jerusalem. I'm an Israeli Jewish, active in Peace Now for many, many years. And I work in Peace Now also for many years, trying to advocate for peace. And my job is, as Gershom said, in the Settlement Watch, trying to collect information about the settlements and to always bring it into the public attention, into public discourse. And I'm very proud of our friends in Europe and in France, and David, and Ilan, and les amis de Paix Maintenant, that we cooperate a lot. And sometimes you can read also in French some of what we are doing and some of the information that we are at. So today, the subject of this evening is the violence of the settlers. And I would like us to
to try to understand the framework and where it comes from and what does it serve in the Israeli control over the West Bank. And for that, I would like to share with you some maps, and I hope you can see now. This is a map of the West Bank. All the dots are Israeli settlements scattered around in the West Bank. And today we have around 441,000 Israelis, settlers living in the West Bank, and around 2,700,000 Palestinians living in the occupied territories. In 1995, Israel and the Palestinians signed the interim agreement, the Oslo Agreement, and this included, for the interim time, the establishment of a Palestinian Authority. And in this map, you can see that all the brown areas are the areas under the Palestinian control, and they are 40% of the West Bank, mainly the big cities like Jenin and Nablus and Ramallah and Bethlehem and Hebron, while all the white areas, which are 60% of the West Bank, are under Israeli control, and they are known as Area C. But the agreement was an interim agreement. It was supposed to end in 5 years, or by May 99 exactly. It was supposed to end with a final status agreement, and this was only temporary, as to allow the Palestinians to build their state, etc., etc. Eventually, a peace agreement did not happen, and I will not get into the question why, but ever since then, Israel continued to control all the West Bank and develop the settlements. And what we see in recent years is more and more focus of the Israeli occupation and of the settlers on reducing the Palestinian presence in Area C. In the Israeli discourse, they are talking about the fight over Area C as if Area C is part of Israel and that we're supposed to control it and Palestinians are not supposed to be there. Although it was not supposed, of course, it was not the plan at all. Now, what is the policy of the government in Area C for Palestinians, for instance, because Israel controls it? We are in charge of giving permits for construction. So this graph is showing how many permits were granted for Palestinians every year in Area C since 2009 until 2020. And it was a total of 66 permits for the whole Palestinians in all areas. In brackets, I will tell you that Israel granted approximately 22,000 permits to settlements in the same year. So you see, the policy is not to allow them to develop there. And the flip side of this is the demolitions. The Israeli government is demolishing what Israel is calling illegal construction of Palestinians. And this graph is of how many demolitions took place every year for Palestinian structures by Israel. So the policy is not to allow Palestinian development. And where the violence comes into all of this, there is a relatively new phenomenon of establishment of farms, agriculture farms. Settlers established already 50 of those, and you see some of them on this map all around the West Bank, where they come up with a very small amount of people. Actually, it could be a young couple with a few youngsters. They will live in trucks or small structures and will grow their sheep and go out
to graze the area. This is a way where those small outposts are taking control over a huge amount of land because they go out and what they see themselves is as protecting Israeli interests or Israeli land in Area C using less polite, and they are kicking the Palestinians out, saying go away. That the settlers themselves say that in 40 years of settlement, we managed to take over around 100 square kilometers of land in settlements. In another 3 years of those small settlements, we took over even double the number that we took in 40 years because each small settlement is taking a lot of land, and they use drones to look for Palestinians and sometimes to scare the Palestinian shepherds and the sheep. There are cases where they drive to scare the sheep away. Sometimes you will hear of cutting the trees so that Palestinians cannot cultivate the land. Sometimes it's spray painting of the houses or damages to houses. And these attacks, like all those pictures are from 1 month this year or 2 months this year. So it's really frequent. And what is the reaction of the army, which is supposed to be in charge of the order? This picture is very typical. The settlers will go out to attack Palestinians. These are settlers. Sometimes they will throw stones at the Palestinians. Now the Palestinians many times will go out and retaliate and throw stones back. And as soon as that is happening, the army will protect the settlers, of course, because this is what the Israeli army is about, to protect the Israelis from any potential attack. So eventually it looks as if the settlers are going, escorted by the army, to attack the Palestinians. This is a very, very common phenomena, and it looks very bad because the army is theoretically supposed to protect the Palestinians too, but in practice, they don't really see it as. And in recent months, there were even cases of shootings with the army. It was really violent. How it is perceived in Israel and what the political chances for any change. And before I get to it, I just wanted to say that this violence that you saw, that some of it is organized, some of it is not organized, is a part of the main policy of the Israeli government in the West Bank, and specifically in recent years. Area C, 60% of the West Bank, we don't want the Palestinians there, so we will try to undermine their presence. And the violence is part of it. I took a public opinion survey from a few months ago made by the organization called Molad, and they were asking generally, in your opinion, settlement is positive in your opinion or negative? And you see that 64% of the Israelis were positive about settlements. Do you think that the settlements are good or bad for the security of Israel? 67% of the Israelis told them it's good for the security. And here, by the way, I say that many army officials are arguing that a burden on the Israeli security, and to me, it's very clear that it's a burden. But at the same time, when Israelis are asked, do you support an eviction of settlements in case of an agreement with the Palestinians? And suddenly, you see that we have 58% of the Israelis that support the eviction in the context of
the very high support for settlements in general. So how do we explain this contradiction? First of all, as you know, people carrying our own contradiction. We live in the psychology of conflict. And the psychology of conflict is that it's us or them. We hit, they hit back, and if they hit, we need to hit back. So I think from that perspective, Israeli settlement, because it's not for the Palestinians, of course it's good, but rationally, they don't want to be occupiers. They don't care so much about the West Bank, and they don't care so much about the Palestinians. So as soon as we have leadership that's come and say, okay, we have an agreement, we are withdrawing, the majority of Israelis will support it. We will have Nobel Prizes for peace. We will have peace with other Arab countries. Israel will be the hero of the world. All Israelis will say, I was always against the occupation, and therefore I am hopeful. Although a discourse in Israel is very, what we're facing is a lot of fear. People don't believe it's possible anymore, but we have to continue and carry the torch, the light. I concluded the optimistic view that, or my message is that we shouldn't give up and there is a chance. Je voulais faire la transition vers une question. Le nouveau gouvernement, depuis juin de l'année dernière, si sur le terrain, des ambitions qui naissent à freiner une solution à deux États. So, the new government, the Prime Minister is very right-wing, and the Ministry of Housing, and also in the Ministry of Defense, we have ministers that are not in our view, I would say, and they believe as good for Israel, which is to continue to settle and expand the settlement. So we don't see a change in the policies. On the other hand, I see some reasons for hope. First of all, we have people inside the government that are trying to fight back or trying to help. It's little, it's not enough. There is no mechanism in the government to take the issues. So every minister will do whatever to learn how to work. So I see that in some cases, some horrible projects were stopped, very few. So what I hope will happen, the argument will return this issue really off. Experts attacking the settlement activity or in favor of a two-state was immediately a traitor. We cannot really change it right now because fighting is power, so why should we speak out? So I was saying that one of the biggest problems that we have is that we don't have enough arguments on this issue. People who support the two-state solution and are against settlements, like in the Labour Party, they stopped fighting for it because it's not popular. And maybe now that they are in power and they have possibility to do something, they can bring it up. And to some extent, I feel that it's a little more because the right wing was controlling the discourse for the last almost a decade now. But it's not that the left wing or the peace camp is gone or shrink so much, but it's that it's gone silent and that many people are so despaired that they stopped talking, they stopped acting, and we are only, the very dedicated people that are heard. So again, I hope that eventually the discourse will return and it will be more people, not only those who are courageous enough to speak out.
comprendre que le gouvernement actuel n'a pas une forte impulsion pour le moment, ce qui se comprend par sa composition. Une autre question concerne en fait la nouvelle administration américaine sous Joe Biden, pour savoir si là, il y a des impulsions qui encouragent le gouvernement israélien, disons, à plus d'équilibre et à ne pas pousser davantage que cela n'a été le cas sous le dernier gouvernement pour agrandir les implantations et encourager en fait des actes, donc des évictions de Palestiniens. À ce niveau-là, des impulsions qu'on peut relever en fait. Yeah, thank you for reminding me this important component. We have a new game or new rules of the game. The Biden administration is not, going to fight and clash with the government over settlements every other day, unfortunately. But they are much more ready to act and to put pressure. And we saw it very clearly, for instance, on the case of Atarot, the Kalandea plan, which is a huge plan that was supposed to be approved 2 months ago. The pressures did not help, and it was still on the agenda until the Secretary of State, Blinken, called Bennett. And after this call, the plan was not approved. And we were rescued from this horrible threat for now. But on the other hand, there was a plan that was approved today, and it was also horrible, not as horrible as the other one, but very bad in East Jerusalem for 1,400 units near Har Homa in south of Jerusalem, and it was approved. And the Americans were clear about it, and we're talking to our Minister of Foreign Affairs and to others, but it wasn't enough to stop it. So, as always, the Americans will not rescue us, but they can help. Even today, there was a drama in Sheikh Jarrah in East Jerusalem, an eviction by the municipality of a Palestinian family, and we saw a lot of international diplomats that are speaking out, saying that their countries don't see it in positively. And I don't know to what extent it was part of the outcome, but for now, the family was not evicted today, although my guess is that they will be evicted in the coming days. International involvement is very important in order to put our government into proportions. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas vraiment de changement fondamental dans sa politique par rapport au gouvernement précédent, si ce n'est malgré tout que vis-à-vis de l'autorité palestinienne, il y a beaucoup plus de soutien que ne le faisait le gouvernement précédent. Benny Gantz a rencontré récemment le président Abbas à 2 reprises, et plus récemment au mois de décembre. Il l'a invité chez lui. Il y a des fonds qui ont été débloqués à l'intention de l'autorité palestinienne. Il y a des permis de travail qui ont été délivrés. On sent que là, il y a une ligne un petit peu différente de soutien à l'autorité palestinienne, de soutien à l'économie de la Palestine, qui a été encouragée par ce gouvernement par rapport au gouvernement précédent. Voilà. Par contre, Hagit, c'est que veulent les Palestiniens? Est-ce que là, tu as des informations sur ce que souhaiteraient les Palestiniens, indépendamment de l'autorité ou pas de l'autorité palestinienne, le public palestinien, la population palestinienne, est-ce qu'elle aspire toujours vraiment à avoir un État, ou est-ce que l'idée d'un seul État dans lequel ils seraient membres à part entière comme les Juifs en Israël, est-ce que ça gagne aussi du terrain au sein de la population palestinienne? Well, this is a question to ask Palestinians, of course, and there are surveys that are looking into this question and are showing that there is still a significant support for the two-state solution.
50%, a little less, a little more, depends when you ask. But I think what I feel and what I hear from Palestinians in general is a big despair. Big despair. We don't see any chance. We don't see any future. Israel will never give up, etc. So if they give up on the two-state solution, what they have alternatively. So some of them will say, yeah, we want to live in one state and in democracy, and eventually we the Palestinians will be the majority, and we will live side by side with the Israelis, and this could be a solution. Others, unfortunately, don't see the Israelis part of their future state, or don't want the Israelis. And it's not that they have so much vision of where we're going to. I think in general, like you can imagine, what people want is their freedom, is not to be under occupation, is to have equality. And if I may say my own opinion on this issue, in the argument of one state, two states, I think the vision is equality to everybody. How to do it? I think the best way to do it, and maybe the only way to do it, is through two states, not one state. Because I don't believe, first of all, realistically, I don't see how you can bring the Israeli Jews to give up on the Jewish national dream, the Zionism of state of the Jewish people, and to give the power to the Palestinians. I like to say it to Israelis, do you imagine that we will have full equality, and in the elections you will have Likud party, Labour party, Fatah party, Hamas party, and they will make coalition, and the Minister of Education will be Mahmoud Abbas in Israel? I mean, it's really imaginary. Israelis, if they are forced to stop the occupation, they will prefer to evict the settlers and to have the Palestinians their own state. So that's one thing I think it's not realistic. And the other thing is that speaking about one state also gives some normalization or some legitimacy to the settlements. It's saying, well, we cannot change the situation. It's le fait complet. You cannot undo the settlements. So let's find another vision. And what is the outcome? If it's already finished, so why do you need to fight against the settlements? Allow them to build as much as they want. And that's a big, big problem, because this is not going to bring us closer to the end of occupation. Even in terms of fighting the occupation, using the terminology and speaking about one state is actually buying into what the settlers are trying to say, that they are there forever, you cannot undo it, and this is it. And I really oppose that. Ok, dernière question pour Hagit. C'est la situation dans les villes arabes en Israël, comme Loud ou Ramleh ou ailleurs, où on voit s'installer des groupes de jeunes qui viennent, beaucoup sont sont originaires en tout cas des colonies, pour créer des espèces de noyaux qui s'installent là pour un petit peu aussi coloniser ces villes de l'intérieur. Qu'est-ce que ça change au niveau de l'équilibre intérieur de ces villes, et est-ce que ça contribue ou pas à, d'une part, éventuellement à la violence à laquelle on a assisté au mois de mai dernier, ou au contraire, c'est plutôt un rapprochement entre les populations? Well, that's a very
long story, and I cannot really cover all of this, but I think their idea is to make the cities that have joint population of Jews and Arabs to make it more Jewish, or to make the Jewish presence more strong, etc. They also have other agendas, like to make the Jews more connected to what they see as the good Jewish life, or the religion, etc., or to make the education system better, although eventually they establish their own education system and segregate. But eventually their presence, sometimes, not all of them, but sometimes, is provocative, and in the clashes of the months of May, they played a very negative role in inflaming the situation, making it worse. Oui, merci beaucoup. Thank you very much, Toda Rabba Hagit. Brièvement, Nava, donc, qui est rabbine libérale. Donc, Nava Refet a été membre de Shalom Arshach aussi, avant de rejoindre Rabbis for Human Rights, une ONG israélienne fondée en 1988. Au sein de cette organisation, elle milite donc pour promouvoir la justice sociale en Israël et dans les territoires occupés, et contribuer à la prise de conscience que certaines activités sont en contradiction avec la tradition juive. Peut-être que Nava pouvait décrire plus en détail vos activités. Ce sont par exemple la récolte d'olives dans les oliveraies auxquels appartenant à les Palestiniens, auxquels ils n'ont plus accès à cause du tracé des routes qui ont été construites dans les territoires occupés, ou des plantations en fait de nouveaux oliveraies qui se sont faits donc au profit de populations palestiniennes dans les territoires occupés. Bonsoir. Je pense que des rencontres de ce genre sont très importantes, mais ne sont pas suffisantes. Le fait qu'on est minoritaire aujourd'hui en Israël, et moi je suis beaucoup plus pessimiste que Hagit, c'est le fait que pendant 50 et quelques années d'occupation, on n'était pas sur place. Il y a beaucoup de petites initiatives, mais on n'a pas la force. Et moi, je suis la directrice éducative, pédagogique. Notre organisation, qui a été créée en 1988, juste quelques mois après la première intifada, voulait émettre une voix humaniste en venant et en disant à la société israélienne que ce qui se passe dans les territoires occupés va à l'encontre de la tradition juive, de l'éthique juive, de la morale juive. Et depuis lors, depuis 88, moi je suis rentrée en 2002, en pleine intifada, la deuxième intifada. C'était très difficile de travailler à cette époque-là, mais notre organisation qui s'appelle les Rabbins pour les droits de la personne humaine, pas de l'homme, parce qu'il y a aussi des femmes, c'est une organisation qui regroupe actuellement environ 140 rabbins, des rabbins libéraux, conservateurs, orthodoxes, renewal, c'est quelque chose qu'il n'y a pas tellement en France, ou il n'y a pas du tout en France. Et notre but est d'émettre une voix juive auprès de la société israélienne. Et nous faisons ça par plusieurs moyens. Premièrement, nous avons des actions directes. Nous avons 3 actions directes actuellement. La première, c'est la cueillette des olives. Et je vais
tout de suite élaborer là-dessus. Nous allons avec les bergers palestiniens dans la vallée du Jourdain, qui sont constamment menacés par les colons juifs qui vivent là-bas. Et on plante des oliviers dans les endroits où les colons les ont saccagés ou bien les ont complètement déracinés. Si vous voulez, notre leitmotiv ou notre motto, c'est que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Nous sommes une organisation religieuse et une partie du conflit israélo-palestinien a une base religieuse. Quand vous allez voir les colons, et moi, je discute beaucoup avec les colons, je ne suis pas d'accord avec eux, j'ai développé toute une théologie pourquoi nous ne devons pas être là-bas en ce moment. Ils vous disent, c'est une terre qui nous a été promise par Dieu et on a été punis pendant la guerre du Kippour et c'est pour cela qu'il y a eu la guerre de Kippour, parce qu'on n'a pas été s'installer dans les territoires d'Abraham, Isaac, Jacob, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et ça, c'est un argument que je pense la société laïque ne prend pas du tout en considération. C'est le facteur religieux qu'il y a dans ce conflit. Maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est que, par exemple, en août, le mois d'août, nous rencontrons Tzahal, nous rencontrons l'armée israélienne, nous nous asseyons avec le commandant en chef de la Samarie et nous recevons des fermiers palestiniens la liste des endroits qu'ils ont besoin d'être acceptés par l'armée. Maintenant, il y a un document que l'armée a sorti et que j'ai présenté, ils ont oublié ça, que j'ai présenté il y a un mois à la Knesset, dans lequel l'armée, en fait, c'est si vous voulez, c'est comme un commandement de l'armée qui dit que l'armée, Tzahal, est obligée de protéger les Palestiniens et qui sont obligés de laisser accès aux terres qui sont aux Palestiniens. Okay? Ce n'est pas des terres où il y a des colonies. Maintenant, c'est très vicieux parce que je vais vous donner un exemple. Nous faisons la cueillette des oliviers au nord de la Samarie, au sud de Nablus. Et vous avez le village palestinien et juste au-dessus du village palestinien, vous avez les avant-postes. Donc, les avant-postes dominent en fait le village palestinien. Nous arrivons là-bas et souvent, on est accueillis par les Cosaques des avant-postes, les jeunes délinquants, qui essayent de nous chasser du territoire, de la terre où nous venons aider le Palestinien, parce que sans ça, le Palestinien ne peut pas avoir accès à sa terre. Parce qu'il rentre sur sa terre et ces jeunes délinquants descendent, ils mettent le feu, même le Shabbat, alors qu'ils sont religieux, mais ça, c'est pas important. Ils mettent le feu, ils jettent des roues de voiture sur le champ d'olivier et paf, vous avez 100 arbres qui prennent feu, alors que d'après la loi juive, c'est Bal Tashrit, tu ne détruiras pas la nature. Okay? Donc, nous, on arrive, cette année, on est arrivé avec presque 900 volontaires israéliens. Chaque année, le nombre augmente. Si on avait ça il y a 20 ans, la situation aurait été totalement différente. Parce que plus on est nombreux, plus l'armée ne peut pas nous chasser de cette terre. Parce que ce qui arrive, on arrive le matin, on arrive vers 8 heures,
avec des cars, des autobus. On rentre dans le champ d'olivier et en 10 minutes, vous avez l'armée qui arrive avec un acte d'expulsion et ils disent c'est une zone militaire fermée, close. Okay? Là, j'essaye de négocier avec le commandant, je le prends à côté, je lui dis écoute, on n'est pas des provocateurs, on vient parce que si nous, on n'est pas sur place, le Palestinien ne pourra pas, et vous le savez très bien, le Palestinien ne pourra pas cueillir les olives. Et s'il ne cueille pas les olives, c'est son gagne-pain. Les enfants n'auront pas de quoi se nourrir, parce que ça, c'est le principal gagne-pain des fermiers palestiniens. Maintenant, il s'avère qu'au nord de la Samarie, au nord juste au sud de Naplouse, c'est les colonies les plus violentes qui peuvent exister. Ces colonies reçoivent l'aide de l'État d'Israël. Ils reçoivent l'aide de l'armée. Ils ne peuvent pas survivre, ils ne peuvent pas subvenir. Par exemple, les avant-postes ne peuvent pas subvenir s'ils n'ont pas des générateurs ou de l'eau qui viennent soit d'une colonie, soit d'une base militaire. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, et ce n'est pas seulement moi, parce que moi, je suis une, mais on a des rabbins, beaucoup de rabbins qui partent chaque jour dans les territoires pour, justement, dans les différents villages, afin de veiller à ce que, premièrement, les Palestiniens aient accès à leurs terres, deuxièmement, qu'ils puissent cueillir tranquillement les oliviers. Donc, cette année, on a eu, il y a 2 ans, on a eu très forte attaque de Itzhar. Un rabbin à nous qui est octogénaire a été attaqué. On lui a fracassé le bras, ouvert la tête, les 3 volontaires aussi. Ils ont mis le feu alors qu'ils savaient qu'il était là-bas. Il était sur le champ d'olivier et c'est une ambulance palestinienne qui a dû l'évacuer de cet endroit. Cette année, on a eu la même chose, on a eu des attaques, on a eu un rabbin on lui a ouvert carrément, il a dû avoir des sutures, il a encore, je l'ai vu vendredi, il a encore des hématomes sur son visage. Cette année, les deux années du Covid ont été vraiment néfastes dans les territoires occupés parce que personne n'avait le temps ou la possibilité on avait peur d'aller là-bas et ils ne sont pas vaccinés tous parce que c'est pas parce qu'ils veulent pas se vacciner, c'est parce que Israël n'a pas donné des vaccins. Et quand Israël a donné des vaccins, a voulu donner des vaccins, ils n'ont pas voulu prendre les vaccins, ils les ont obtenus. On a fait appel à la Cour suprême afin que Israël distribue les vaccins à tous les Palestiniens qui peuvent prendre les vaccins, étant donné qu'Israël n'a pas annexé les territoires. Donc, le souverain, la responsabilité, c'est Israël qui est responsable de veiller à ce que ces gens puissent avoir les vaccins. Maintenant, étant donné qu'on était tous occupés avec le Covid, il y a eu je vous dis seulement entre octobre et novembre, d'après les enquêtes de Yesh Din, qui est une organisation avec qui on travaille, il y a eu 38 incidents violents. C'est des tirs, on s'accapare de terrain, de parcelles de terrain, du vandalisme, on brûle des collines entières. Quand vous prenez la route 60, vous voyez des deux côtés, il y a
comment dire, des champs d'oliviers qui sont carrément brûlés. Donc ça, c'est la cueillette des olives. C'est environ 2 mois, entre 2 et 3 mois. Chaque jour, nous avons des volontaires qui partent pour la vallée du Jourdain pour accompagner les bergers palestiniens. Il y a constamment de la violence là-bas, les colons qui chassent les bergers. Et donc, quand nous, on est là-bas, ils ne les chassent pas parce qu'ils ont affaire à nous, à des Israéliens juifs comme eux. Le troisième projet que nous avons dans les territoires, c'est nous plantons des oliviers dans les endroits où les oliviers ont été déracinés ou bien brûlés. Vendredi dernier, on était 70 volontaires israéliens avec 20 rabbins. On est parti à Awarta. Awarta, c'est un village qui se trouve au nord de la Cisjordanie, qui est constamment sous l'attaque d'une colonie qui s'appelle Itamar, des avant-postes qui sont tout autour. Nous, on a été attaqués là-bas cette année et nous avons planté 150 oliviers. Il y avait avec nous des pasteurs chrétiens. Donc, on a fait aussi une prière interreligieuse. Il y avait le dirigeant, le chef du village qui était avec nous. Donc, ça, c'est les 3 majeurs projets que nous avons dans les territoires occupés. On avait une petite question. Merci d'avoir rapporté ce que vous faites dans les territoires occupés. Je voudrais faire un petit basculement sur quel est votre travail en Israël même pour éveiller une prise de conscience. Est-ce que vous travaillez dans des écoles ou dans des communautés religieuses, dans des synagogues pour présenter votre activité, la débattre probablement de façon très controversée? Quelles sont vos activités en Israël même? Vous savez, quand j'ai commencé, quand j'ai été appelée à mettre en place le côté pédagogique, en fait, de rabbin pour les droits humains, j'ai été voir les colons. J'ai des amis qui sont dans les colonies. Je leur ai demandé une question. Comment est-ce que vous avez mis la main sur la conscience de la société israélienne? Et ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, écoutez, nous, on travaille. Nous, on est persuadés par notre idéologie, par notre croyance, et c'est un après un, après un, après un, et on n'avait pas de l'argent au départ. On n'était pas encore au gouvernement, mais on s'est battu et on a travaillé avec la société israélienne. Et moi, je me suis posé la question, quel public est-ce que je vais approcher? Et moi, j'ai décidé d'approcher 2 publics. Les académies prémilitaires, je vais vous expliquer pourquoi, les académies prémilitaires et les étudiants. Et j'ai tout de suite ouvert une yeshiva de droit humain à l'Université hébraïque de Jérusalem, au collège près de Afula, dans la vallée de Jezreel, et le Open University. Donc, chaque année, je recrutais 20 étudiants qui étudiaient chaque semaine 3 heures les droits humains, judaïsme et droits humains, bien sûr avec des textes internationaux, et 3 heures, ils devaient donner dans différentes organisations de droits humains et faire de l'activisme. Parce que seulement étudier, c'est très sympa, mais il faut aller sur le terrain et il faut enseigner à ces jeunes comment être un activiste. Et ça, je l'ai fait pendant 20 ans, presque 20 ans.
l'autre tranche de population avec qui je travaille, c'est les académies prémilitaires. Actuellement, depuis l'assassinat de Yitzhak Rabin, il y a un phénomène dans la société israélienne, c'est que des jeunes de 18 ans repoussent l'armée d'un an et ils vont dans des centres, en général c'est dans les kibbutzim, et ils vont un an, ils vont prendre, comme on appelle, une année pour étudier, pour développer. Et en fait, l'armée va recevoir, après cette année, un jeune ou une jeune de 19 ans qui sont beaucoup plus alertes, ils sortent pas juste du lycée. Ça s'appelle, vous connaissez le Talmud ou vous avez entendu parler du Talmud. Et dans le Talmud, il y a des traités. Okay? Il y a le traité de Brachot, il y a toutes sortes de traités. Moi, j'ai pris la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, qui est le document fondateur de l'État. J'ai divisé ça en 19 paragraphes et j'ai commencé, je ne suis pas seule, je ne travaille jamais seule, je suis toujours avec une équipe, je suis pour le travail, la coopération, la collaboration, et j'ai mis en place une équipe et on a créé un Talmud autour de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, qui s'appelle Masechet Atzmaut, le traité de l'indépendance. Et j'ai été avec ce programme-là voir les directeurs des académies prémilitaires, qui sont tous des généraux, c'est tous 99%, c'est des hommes, bien sûr, c'est pas des femmes. Et j'aurais dit, écoutez, ça c'est le meilleur programme sioniste que vous pouvez enseigner à vos enfants, à vos élèves. Et on a fait un essai et ils ont vu que c'est intéressant. Et ce sont nos rabbins qui enseignent. Maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne les droits humains. L'État d'Israël sera basé sur le Cherut, Tzedek Veshalom, la liberté, la justice et la paix. Et là, on a décortiqué qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que ça veut dire la liberté au niveau juif, au niveau international, au niveau sioniste. Qu'est-ce que ça veut dire la justice pour qui? Ou bien quand il y a écrit dans la déclaration de l'indépendance que l'État d'Israël veillera sur l'égalité pour tous les habitants du pays. Okay? Alors, on essaye de voir, on essaye d'analyser. Est-ce que tous les habitants, tous les citoyens, il n'y a pas marqué citoyens, tous les habitants, tous les êtres humains. Donc, est-ce que tout le monde bénéficie de la même égalité, de la même justice? Est-ce que le développement de l'État a été fait au bénéfice de tous les habitants? Alors, ça, c'était la première étape. Et on a commencé et à un certain moment, je me suis dit, c'est pas suffisant. Ils sont dans les kibbutzim, chantés, c'est sympa, dans des salles climatisées ou chauffées. Maintenant, il faut que je mette en place ce qu'on appelle des field trips, c'est-à-dire des visites sur place. Et là, j'ai commencé à développer, de nouveau, je ne suis pas seule, je suis toujours avec une équipe, et j'ai commencé à développer des journées d'études, mais hors de l'académie. Par exemple, j'ai pris Jérusalem comme un case study. 4 jours à Jérusalem où on travaille sur 3 droits humains, sur la liberté d'expression, sur le droit de protester et sur la liberté de foi, de religion. Et ils rencontrent des prêtres, et ils rencontrent des imams, et ils rencontrent des chefs. Et ils rencontrent vraiment les différences qu'il y a à Jérusalem. Les Haredim, les Juifs, les religieux nationalistes. Je prends Jérusalem comme un cas qui représente en fait l'État d'Israël. Ils vont à Jérusalem-Est. Je leur fais la visite
c'est pas la visite, mais on va tout autour de Jérusalem, au long du mur de séparation. Qu'est-ce que ce mur a créé à Jérusalem? Est-ce qu'il a séparé entre Israéliens et Palestiniens? Non, il a séparé entre Palestiniens et Palestiniens. Est-ce que les droits des Palestiniens ont été préservés? Comment est Jérusalem-Est par rapport à Jérusalem-Ouest? Ça, c'est une chose. J'ai développé un programme à Hebron, Gush Etzion et Hebron. Donc, on va à Gush Etzion, on travaille l'histoire des terres, parce que ça, c'est une saga qui ne se termine pas, qui n'a pas commencé avec les Israéliens, elle a commencé avec l'Empire ottoman. Donc, comment ça se fait qu'Israël se permet de prendre des terres des Palestiniens? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Non, c'est pas quelque chose de nouveau. C'était déjà l'Empire ottoman, après le mandat britannique, les Jordaniens et maintenant Israël. Donc, on essaie de leur montrer, tout d'abord, de développer leur vision de la vie. Okay? Et la question est, dans quelle société est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez indéfiniment dominer un autre peuple, occuper un autre peuple? Parce que je ne mets pas toujours l'accent sur la terre. Je mets l'accent surtout sur les êtres humains. Parce que la terre, OK, mais comment vivent les êtres humains? Est-ce que leurs droits sont respectés ou bien leurs droits sont violés? Alors, quand je vais à Hebron, et vous savez, Hebron, je ne sais pas si vous étiez à Hebron, on n'a pas besoin de parler beaucoup, on voit les cages, on voit les grandes avenues qui sont désertes, les magasins qui sont fermés, la population qui n'existe presque pas. Et il rencontre deux personnes là-bas. Il rencontre Noam Arnon, avec qui je ne suis pas d'accord du tout. C'est le porte-parole de la colonie à Hebron. Il sait exactement mes idées. Il sait pourquoi je viens à Hebron, pourquoi je viens avec les académies prémilitaires. Mais si je veux avoir une discussion qui est profonde et qui n'est pas superficielle, je dois leur montrer toutes les voies. Et puis, on monte à Tel Roumeda. Et là, ils rencontrent des jeunes Palestiniens, une organisation qui s'appelle les Jeunes contre les implantations. Et ça leur donne vraiment une vision de qu'est-ce que ça veut dire l'occupation. Maintenant, c'est des jeunes. Dans quelques mois, ils seront à Hebron. Et je peux vous dire qu'après cette visite à Hebron, quand ils rentrent à Jérusalem parce qu'on continue à travailler avec eux, et moi je veux pas aller, je ne veux pas être là-bas, je ne veux pas servir à Hebron, alors qu'ils comprennent que même s'ils vont aller dans une unité d'élite, ils devront aller faire les policiers à Hebron. Maintenant, on ne parle pas d'occupation, mais on vit l'occupation. Parce que quand Issa de Tel Roumeda, le Palestinien, leur explique comment se déroule sa journée, ils comprennent exactement qu'est-ce que ça veut dire une occupation. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Troisième, on a développé toute une journée dans le Negev, dans les villages qui ne sont pas reconnus des Bédouins. Et là, on ne parle pas des Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas citoyens d'Israël, mais les Bédouins sont citoyens israéliens. Et ils vivent dans des villages qui ne sont pas reconnus par l'État. Et donc, on rentre dans les villages, on rencontre des jeunes de leur âge, et ils discutent pour leur montrer la réalité, comment eux, ils viennent d'une famille qui est très aisée, en général, parce que cette année, ça coûte, c'est comme une année universitaire. Donc, ça, ce sont des programmes qu'on a mis en place afin d'inciter les jeunes à être des activistes et à analyser la société israélienne telle qu'elle est.
là, le New Israel Fund, la fondation, nous a fait appel. On va développer maintenant aussi une journée pareille ou peut-être 2 jours en Samarie, au nord de la Cisjordanie. Parce que notre problème, c'est que les colons, ils reçoivent des donations immenses. Je peux vous dire que, par exemple, le KKL a commencé maintenant à subventionner la construction de colonies dans les territoires occupés. Les donations qui arrivent des Juifs de diaspora au KKL, si vous ne le saviez pas, ça ne va pas pour planter des arbres à l'intérieur d'Israël, mais actuellement, c'est pour construire des colonies dans les territoires occupés. La dernière fois, avant vendredi dernier, que j'étais dans les territoires, c'était au mois de novembre, fin novembre, pour faire un compte-rendu de la cueillette des olives. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en 2 mois, ils sont en train de construire une autoroute tout au long pour ne pas rentrer dans les grandes superficies, des grands villages palestiniens. Ils sont en train de construire, d'élargir les colonies d'une manière incroyable. C'est carrément des collines entières qu'on a coupées et qu'on est en train de préparer pour construire des colonies. Donc, ce gouvernement, vous posiez tout à l'heure la question à Hagit, ce gouvernement ne fait rien, ne fait absolument rien. Moi, ce que je vois actuellement, c'est seulement une expansion, ça s'agrandit. La situation actuellement, telle que moi je l'analyse, peut-être j'ai tort, je ne sais pas, mais moi, c'est d'après mon analyse, la solution de 2 États, c'est un rêve. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je voulais vous dire encore une chose, oui, c'est qu'il y a un autre phénomène qui se passe aujourd'hui dans les territoires occupés, c'est on mobilise l'archéologie et la religion au profit des Juifs. Et donc, un tas de tombes qu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Subitement, on sait que c'est une tombe que les musulmans ils vénèrent. Eh bien non, les colons commencent à mobiliser ces cimetières, ces petites tombes, en disant ça, c'est les tombes des rabbins du 2e temple, d'avant le 2e temple. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est exactement ce qui se passe aussi à Jérusalem-Est. Okay? Comment on élargit, comment on prend encore de la surface, c'est en disant, OK, ça, c'est une tombe de Rabbi X, et ça, c'est la tombe de Rabbi Y. Et ça, c'est un autre moyen de s'élargir. Ah, autre chose. Vous avez posé tout à l'heure la question au sujet de la violence qu'il y a eu dans les villes mixtes en Israël, Akko, Lod, Yafo et aussi au Negev. Je viens de mettre en place un nouveau programme qui s'appelle Bait Meshutaf, une habitation commune. Et ce que nous allons essayer de faire, c'est on va prendre les jeunes de 18-19 ans avec des jeunes arabes, musulmans et chrétiens, et on a mis tout un programme. Comment est-ce qu'on peut construire une société qui est basée sur l'égalité? Comment on peut construire une société où les jeunes vont aller dans les mêmes écoles, vont habiter dans les mêmes buildings, chose qui n'arrive pas aujourd'hui en Israël. Ça n'arrive pas. Donc, ça, c'est quelque chose, et je pense
on va pas, écoutez, on va pas résoudre ce problème, ok? Mais je suis convaincue qu'avec l'éducation, en travaillant sur une prise de conscience, en posant des questions à ces jeunes, je pense qu'une autre génération va grandir ici. Je vais terminer avec une phrase qui disait le rabbin Heschel aux États-Unis, le rabbin Heschel qui a milité côte à côte avec Martin Luther King et pour les droits des Afro-Américains. Il a dit peu sont coupables, nous sommes tous responsables. Et c'est exactement ce que j'essaye d'inculquer ici en Israël. On est tous responsables de ce qui se passe dans les territoires et à l'intérieur d'Israël. Merci Nava. Tu conclus sur le rabbin Heschel. Et on est aujourd'hui aux États-Unis, la journée de Martin Luther King. Hein, donc, c'est une coïncidence que tu conclus ton exposé sur cette déclaration du rabbin Heschel. Plusieurs questions t'ont été adressées, je te les pose. D'abord, est-ce qu'il y a des écrits sur tous les programmes formidables que tu nous as décrits, qu'on puisse communiquer, avoir en anglais, en français, en hébreu, on les traduirait. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par avoir des écrits sur tous ces programmes ou d'une présentation de ces programmes. Par rapport à tout le travail que vous faites vis-à-vis de l'armée et des écoles de préparation militaire, est-ce que vous avez essayé de demander un rendez-vous au ministère de la Défense avec des personnalités? Je sais que des ministres, ou plutôt des députés qui font partie de la coalition aujourd'hui ont rencontré Benny Gantz à plusieurs reprises par rapport à la situation de violence dans les territoires. Ils ont un poids relatif parce qu'ils représentent leur parti, ils ne sont pas aujourd'hui majoritaires, comme on le sait bien. Mais si des associations comme la vôtre, qui représentent la société civile, demandaient des rendez-vous, peut-être que ça aurait un impact encore plus fort vis-à-vis peut-être des personnalités comme Gantz. Je ne pense pas qu'il ait une grande sympathie pour les extrémistes parmi les colons, mais enfin, il est piégé aussi par la situation politique dans laquelle il se trouve. Donc, est-ce que vous avez demandé à le rencontrer? Et enfin, dernière question par rapport au KKL. C'est peu connu, le fait que le KKL investisse dans les territoires aujourd'hui. C'est contradictoire avec leur mandat qui est effectivement de développer la terre d'Israël. Quand on questionne des membres du KKL à ce sujet, ils disent que tout l'argent qui vient de la diaspora va en Israël et l'argent qui vient d'Israël peut aller sur des projets dans les territoires. Mais en fait, c'est contourner le problème. Donc, en fait, ça, c'est très important de le faire savoir. Et est-ce que là-dessus, tu peux nous donner des éléments précis sur les investissements du KKL dans les territoires? Bon, première question, c'est vous pouvez tout d'abord, chaque semaine, nous écrivons, nous avons un site Facebook qui s'appelle Rabbis for Human Rights. Et chaque semaine, nous avons on écrit, on a chaque semaine, nous faisons la Parashat Hashavua en connexion avec les droits humains et avec ce qui se passe. Et nous avons un site internet aussi qui s'appelle Rabbis for Human Rights. Nous avons un Instagram, donc toutes les médias sociaux, vous pouvez vous informer. Bien sûr, c'est pas en français. Mais peut-être vous pouvez faire un aperçu. Donc, ça, c'est pour la première question. La deuxième question, écoutez, on a actuellement des représentants à la Knesset et aussi au gouvernement. Gantz ne nous rencontrera pas. Ça, c'est certain. On a essayé déjà plusieurs fois. Il ne nous rencontrera pas. Je pense que suite aux attaques qu'il y a eu au mois d'octobre et de novembre, et surtout les attaques qu'il y a eu contre l'armée par les colons, par les avant-postes, c'est ça. Parce que nous, comment dire en bon français, ils n'en ont rien à foutre. Mais du moment où
ils attaquent les soldats, les officiers. C'est là où Gantz s'est réveillé. Okay? C'est arrivé à l'armée, à saccager des jeeps de l'armée, à voler des choses, des bases militaires. Okay? Maintenant, moi j'étais il y a 2 mois, notre ami Bachar, qui est un fermier à Bourine, a été attaqué. On lui a cassé la main, on lui a cassé les pieds. C'est les jeunes délinquants de l'avant-poste romaine qui est juste au-dessus de sa maison, 400 mètres de sa maison. J'ai téléphoné à Mossi Raz, Mossi qui est un député à la Knesset. Je lui ai dit, écoute, toi, tu dois venir tout d'abord voir Bachar et il faut faire quelque chose à la Knesset. Et Mossi est venu. Il est de Meretz, Mossi. Il est venu, il a été voir Bachar et il y a presque un mois, il a convoqué une conférence à la Knesset où il m'a invité pour donner un témoignage de tout ce qui se passe. Donc, ça bouge, mais ça bouge très lentement, très, très lentement. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxièmement, il faut comprendre que ce qui motive ces jeunes des avant-postes, et vous avez vu le nombre d'avant-postes qu'il y a déjà dans les territoires occupés, c'est pas 1-2 postes, hein. C'est déjà presque 200 postes, avant-postes qu'il y a dans les territoires. Ceux qui les soutiennent, ce sont les rabbins. Aujourd'hui, c'est plus les politiciens des religieux nationalistes. C'est plus le conseil de Yesha, de la Judée-Samarie. Okay? C'est des rabbins extrémistes. C'est les rabbins qui pour eux, Baruch Goldstein, le massacre de Baruch Goldstein à Hebron, Baruch Goldstein, c'est un saint. Ce sont ceux qui ont écrit un livre Halakha qui s'appelle Torah Tameler, la Torah du roi, où ils incitent à tuer même un bébé parce que c'est Amalek. Amalek, c'est une notion dans la Torah. Ok? Donc, ces rabbins-là, c'est eux qui donnent la légitimité à ces jeunes en leur disant, vous êtes les vrais juifs. C'est vous les sauveurs d'Israël. Personne n'a arrêté un rabbin. Ce sont ces mêmes rabbins qui ont donné l'autorisation d'assassiner Yitzhak Rabin. Pas un n'a été arrêté. Donc, Gantz, excusez-moi, il va pas arrêter ces rabbins. Ce ne sont pas, comme on dit, des herbes, des mauvaises herbes. Ça se répand. Ce sont des gens qui ne reconnaissent même pas l'État d'Israël. Ce sont des gens qui veulent voir le royaume de David renaître avec le temple sur l'esplanade des mosquées. Et ce ne sont pas des mauvaises herbes. Okay? C'est pour ça aujourd'hui, quand on parle de gauche, de droite, c'est anachronique. Parce qu'aujourd'hui, la division, ce n'est pas gauche-droite. On voit bien ce gouvernement. Donc aujourd'hui, il faut parler avec d'autres termes. Donc Gantz, c'est pas... Et le KKL? Bon, écoutez, le KKL, les représentants du KKL ne vont pas vous dire que c'est eux qui aujourd'hui, qui sont entrés aussi pour construire des implantations. Mais quand vous prenez la route 60 et que vous voyez des pancartes immenses avec le sigle du KKL, c'est flagrant.
Maintenant, comme vous savez, le KKL, c'est une organisation qui n'est pas transparente. C'est pas transparent. Et donc, moi, je ne peux pas vous donner des données parce que les données, elles ne sont pas publiées. Ok. Je vais passer la parole à Giorgio qui est la main, fait partie de notre bureau, qui représente J-Call Italie et qui est responsable aussi de notre relation à Giri, qui est un réseau qui réunit beaucoup d'organisations de diaspora qui travaillent dans la même direction. Giorgio. I have two questions. Fermez les micros, Nava et moi. I'll say them in English and then in French. I have a question for Hagit. And Hagit, you still listen to us? No, I think Giorgio, Hagit is not here no more. Okay. Okay, then I have a question for Nava only. I mean, you said something about the Mitnafalim, the young settlers. Tu peux parler en français, Giorgio. Now, I'll say it in English and then in French. Okay, I mean, d'une façon anthropologique, les jeunes violents des implantations sont plus ou moins les gens que Asaf Gavron a décrit dans son roman Les jeunes des collines. C'est-à-dire, c'est souvent des jeunes qui sont nés déjà dans les implantations et qui ont quitté peut-être leur famille en faisant des outposts. Il y a un élément disons, de fuite et de marginalité et de fuite de la maison et des familles. Mais au point de vue culturel, vous avez raison, c'est-à-dire ce sont des datim lomim, hein, ce sont des gens qui ont été éduqués par l'idéologie fondamentaliste des rabbins d'extrême droite. C'est ça plus ou moins la composante idéologique des jeunes violents qui font les activités, les actions violentes contre les Palestiniens. C'est surtout ce genre de gens. Parce que on voit dans la presse en Occident les images et on voit des jeunes, on parle des garçons de 16 ans, 17 ans, avant l'armée, non? Alors c'est ça. Ouais. Tout à fait. Il y a juste une partie de ce que vous avez dit que je ne suis pas tellement d'accord là-dessus. La majorité ce ne sont pas des jeunes qui ont quitté les colonies pour aller dans les avant-postes. Ce sont des jeunes qui ont arrêté leurs études. C'est des jeunes délinquants que les religieux nationalistes n'ont pas su travailler avec eux au niveau éducatif, qui ont été incités, c'est des anarchistes, c'est des jeunes anarchistes, okay, qui ont été vraiment, les rabbins ont carrément mis la main sur leur manière de penser, sur leur foi, okay, en leur disant ce que vous faites, vous sauvez le peuple juif, vous sauvez la terre de nos ancêtres. Donc ce ne sont pas des jeunes qui viennent des colonies. Peut-être il y a quelques-uns, mais c'est surtout des jeunes qui ont trouvé quelque chose pour leur vie, un meaning, ok? Et ils sont sûrs qu'il faut chasser tous les Arabes, tous les Palestiniens, il faut les chasser. Et vous devez voir, parce qu'il y a ici une stratégie.
j'ai parlé une fois avec Danny Dayan, qui était dans le comité de Yesha, de Judée-Samarie, qui après, il est parti aux États-Unis, il était notre ambassadeur à l'ONU. Et Danny Dayan, je l'ai rencontré à l'université de Ariel. Okay? Et je dis, mais vous, en fait, finalement, vous, les politiciens des mitnachalim, vous n'êtes pas une fonction pour ces jeunes. Aujourd'hui, ce sont les rabbins. Et Danny Dayan m'a dit, oui, vous avez raison. Donc, la différence entre, pour moi, toutes les colonies sont illégales. Okay? Moi, je n'accepte pas qu'on dise il y a des colonies qui sont légales, des colonies qui ne sont pas légales. Okay? Toutes les colonies, au niveau de la loi internationale, sont des colonies illégales. Mais ceux qui leur donnent, il y a toute une stratégie ici, parce que soi-disant, les colonies légales, comme Ofra, comme Eli, comme toutes ces colonies-là, en fait, c'est eux qui approvisionnent ces avant-postes, parce que quand vous prenez la route 60 et vous voyez sur les collines, vous voyez la colonie, et sur la prochaine colline, vous voyez les caravanes. D'où ils reçoivent l'électricité? D'où est-ce qu'ils reçoivent l'eau? Où est-ce qu'ils s'approvisionnent? Où est-ce qu'ils achètent le pain, le lait? C'est dans la colonie. Donc, c'est une manière d'élargir les colonies. Et c'est très dangereux. Et en plus, quand ils attaquent, ils sont complètement couverts avec des cagoules, c'est-à-dire, et aucun d'eux n'a été arrêté. Presque, il y a peut-être sur les 10 doigts, ok, je peux les compter. Ils savent exactement. Maintenant, il y a un autre facteur aussi, parce que c'est vraiment compliqué. Et je vais vous donner un exemple. J'étais l'année dernière à Bourine, juste à 400 mètres de la colonie, de l'avant-poste, okay, de Ronen. Et j'arrive avec 30 volontaires et arrive l'armée. Elle me dit, vous n'avez pas le droit d'être ici. Je dis, moi, je veux voir l'officier. Vous, pour moi, c'est... Moi, j'étais avec le général. Il nous a donné l'autorisation. Maintenant, tu viens avec un pacte, un acte d'expulsion. Je veux voir l'officier. Arrive l'officier. Je le prends de côté et je commence à parler avec lui. Je dis, écoute, pourquoi tu veux qu'on quitte ici? Parce que tu as peur de faire face aux jeunes délinquants. Tu sais que moi, je préserve la loi. Donc, c'est plus facile pour toi de venir et de me dire, toi, tu vas sortir d'ici. Mais si moi, je sors d'ici, lui, il ne pourra pas faire la cueillette de ses olives. Et je parle, je dis, écoute, je ne suis pas une provocatrice. Je viens vraiment parce que je pense, en tant que juif, il était avec une kippa sur la tête. Et moi aussi, j'étais avec la kippa sur la tête. Donc, chacun est déjà fiché, on sait exactement. Et je commence à lui parler. Et je commence à lui parler un langage juif. Je lui parle du Talmud. Je lui dis pourquoi ce qu'il fait est contre la loi juive. Pourquoi il doit nous laisser continuer à cueillir les oliviers. Et vraiment, et j'arrive à le convaincre, je lui dis, écoute, j'ai besoin de 2 heures. 2 heures, on termine tout, on descend. Il me dit, d'accord, 2 heures, je regarde. Et on continue à parler. Et je lui demande, on parle, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci. À la fin, il me dit, d'où est-ce que tu es? Je lui dis, je suis de Jérusalem. Je lui dis, et toi, d'où tu es? Il me dit, de Karné Shomron. Karné Shomron, c'est une colonie au nord de la Cisjordanie. Donc, comment lui, il est pour ce que font les jeunes. Donc, il ne peut pas être de mon avis à moi. Donc eux, ils donnent
ce qu'on appelle, c'est le backup. C'est le backup de ces jeunes. Et ils ne comprennent pas que c'est un danger, Parce que moi, je suis contre les implantations, contre les colonies. Mais il y a des gens qui ne sont pas violents dans les colonies. Plus de 60% ont été là-bas parce que c'est bon marché d'avoir une maison là-bas. C'est un truc économique. Faut pas se... Et moi, ce que j'ai peur, c'est que, et déjà, je vois ça, je le vois, c'est flagrant, c'est qu'on ne pourra plus arriver à une division, à deux États, parce que ça grignote sur le terrain constamment. Et s'il n'y aura pas deux États, admettons qu'il y a un État, est-ce que vous pensez qu'ils vont donner la citoyenneté à presque 3 millions de Palestiniens? Bien sûr que non. Donc, vous aurez un État, ça va être annexé à un certain moment. Si on ne trouve pas une autre solution, ça va être annexé. Les Palestiniens n'auront pas la nationalité israélienne. Et comment ça s'appelle ça? Vous savez? C'est un mot que je n'aime pas, mais ça s'appelle apartheid. Parce qu'actuellement, moi, je ne parle pas d'apartheid. Actuellement, je parle d'occupation. C'est assez grave. Mais s'il y aura annexion et sans donner la citoyenneté à 3 millions de Palestiniens. Tu as soulevé, je crois, beaucoup de questions. Tu as donné à la fois de l'espoir à beaucoup de gens parce qu'ils ont découvert toutes les actions que vous menez et tu parles de ton action au sein des rabbins pour les droits humains. Je signale à nos adhérents que vos cotisations nous ont permis cette année de vous adresser une contribution pour financer votre travail. Donc, j'encourage nos adhérents à payer leurs cotisations parce que c'est de cette façon-là aussi qu'on gagne. Et comme tu disais, la droite, elle reçoit beaucoup d'argent, surtout, et tu n'as pas mentionné, des chrétiens fondamentalistes américains qui soutiennent tous ces projets de colonisation, avec leur projet complètement fou de voir un jour le royaume d'Israël se rétablit et qu'à ce moment-là, selon leur conception du monde, on vaincra et tout le monde au christianisme, c'est ça leur projet fou. Et donc voilà, donc nous aussi, à notre petite échelle, nous essayons de vous soutenir et je crois que c'est important de le rappeler. Donc ça, tu as donné aussi de l'espoir par toutes vos actions et en même temps, tu as soulevé des questions qu'on se pose sur la faisabilité encore des deux États ou pas des deux États. Et bon, là-dessus, on travaille régulièrement, on reparlera de cette question-là. Il y a beaucoup de gens en Israël qui militent aussi pour deux États, comme tu le sais, et qui croient que c'est encore possible. Hagit n'est plus là, mais je fais partie des gens qui en sont convaincus qu'il y a encore des solutions techniques s'il y a une volonté politique. Le problème, c'est que cette volonté politique n'existe pas encore. Et peut-être que, en tout cas, les changements petits depuis 6 mois pourraient encore peut-être évoluer autrement que ce que l'on voit jusqu'à présent. En tout cas, on en reparlera certainement. Je te remercie très sincèrement. Demain, je sais que tu fais une émission de radio et qui sera reprise ensuite sur notre site. Quant à nous, c'est de réfléchir sur la situation de l'énergie au Proche-Orient avec toutes les recherches qui ont été faites, notamment en Méditerranée orientale, avec les gisements de gaz très importants qui ont été découverts en Méditerranée orientale. Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence sur le plan géopolitique, des alliances qui sont en train de se mettre en place différentes. On a annoncé ces jours-ci, par exemple, qu'Israël va livrer du gaz au Liban via la Jordanie. Donc, ça montre qu'il y a des changements qui se passent au niveau de la géostratégie dans la région. C'est important d'en comprendre le sens et à savoir aussi à qui ça profite et les conséquences aussi sur le plan écologique. Là-dessus, ce gouvernement nouveau prend peut-être là-dessus des positions différentes que par rapport au gouvernement précédent. Donc, encore merci à Navar. Hagit n'est plus là, mais en tout cas, on l'a remercié aussi pour le travail extraordinaire qu'elle effectue au sein de l'Observatoire de la colonisation. Et je dis à tout le monde à très bientôt.